2, 3, fight! You win! Bonjour. Du coup, moi je vais vous parler de la Webbot qui veut renouveler l'authentification web et que j'appelle communément le passwordless. Donc l'histoire de cette conf, ça a commencé l'an dernier en venant au Bracecamp avec des collègues. On était dans la voiture et puis on a commencé à discuter de nos problèmes de mots de passe, les problématiques de sécurité de mots de passe. Faut savoir que récemment, on a prouvé qu'un mot de passe de 8 caractères, même avec tous les caractères possibles, c'est environ 2,5 heures pour le craquer en brute force. Et donc, c'est pas terrible. On a parlé du coup de gestionnaire de mots de passe. Il y en a pas mal. Et notre problème, c'était que souvent, il faut passer par des extensions de tierces pour les intégrer au navigateur. Et ça pose pas mal de problèmes de sécurité. Il y a eu des problématiques d'extensions qui remplissent automatiquement les champs et qui du coup les remplissent soit sur des pages qui ne sont pas les bonnes, soit ça permet de les envoyer avant que l'utilisateur ait fait le choix de les donner ou pas. Et donc on s'est posé la question, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas un protocole, une API qui existe pour gérer ça, étant donné que c'est quand même un besoin qui est courant. Et en fait, il se trouve que ça existe. Cette pop-up qu'on voit, alors ça c'est sur Chrome, mais ça existe aussi sur Firefox, c'est la Credential API. Donc ça existe depuis 2014 à peu près. Et c'est l'ancêtre de la Webbot. Et du coup, la Webbot l'a englobé de façon générale. Alors du coup... Donc je me présente, moi c'est Thomas Blaiseau, je suis lead tech chez OnePoint. Plus près. Et petite pub, on recrute. Je vais revenir un peu aux bases, on va dire, notamment la différence entre l'authentification et les autorisations, parce que la Webbot est vraiment spécialisée dans l'authentification et pas du tout les autorisations, donc on ne parlera pas de JWT, etc. Donc l'authentification, ça va être qui vous êtes, vous devez prouver votre identité, au contrario des autorisations qui vont contenir un peu tous les droits que vous avez. On va parler aussi de facteurs d'authentification, et du coup, je voulais revenir un peu sur ce que c'était un facteur d'authentification. Il y a différents types de facteurs en fait. Donc les premiers, c'est tout ce qui est facteur, quelque chose que l'on connaît, donc ça va être tout ce qui est mot de passe, PIN. Deuxième type de facteur, quelque chose que l'on possède, donc ça va être tout ce qui va être téléphone, clé USB, clé privée, parce qu'on ne mémorise pas une clé SSH. Ça peut être quelque chose que l'on est, donc là ça va englober tout ce qui est biométrique, quel que soit le type d'authentification, comme on a vu ce matin. Ça peut être un facteur de localisation, donc par exemple, pouvoir se connecter au réseau de votre entreprise que si vous êtes dans les locaux de l'entreprise, via le GPS, le Wi-Fi, etc. Et dernier type de facteur, ça peut être quelque chose que l'on fait, donc ça reprend un peu ce qui avait été fait chez Windows, typiquement avec une image sur laquelle on dessine quelque chose. C'est pas spécialement quelque chose qu'on connaît, mais c'est quelque chose que l'on fait. Ça peut être aussi dans certaines voitures au Canada et aux États-Unis, il y a un enchaînement, il faut allumer les clignotants, tourner la clé, etc. pour pouvoir démarrer. Et donc après, on va parler de simples facteurs d'authentification, quand on n'en utilise qu'un seul de ce type-là. Deuxième facteur, donc c'est tout ce qui est 2FA, et multifacteur. Donc je vais revenir un peu sur les précurseurs de la Webbot, notamment la Credential API. À l'époque, donc en 2014, ça ne gérait que les passwords et ce qu'on appelle les Federated Credentials, donc tout ce qui va être délégation d'authentification à Google, Facebook, etc.
Dans ses ancêtres un peu aussi de la WebHot, on a tout ce qui est deux facteurs d'authentification, donc 2FA, avec le plus classique, c'est les SMS. Donc tout ce qui va être recevoir un code sur votre téléphone, on est typiquement dans la preuve que l'on possède quelque chose, on possède le téléphone qui est relié au numéro qu'on a enregistré. Faut savoir que ça fait partie justement des facteurs d'authentification qui sont considérés comme non sécures maintenant, étant donné que ça se hack très très facilement. On a tout ce qui va être one-time password, donc alors la RFC 6238, on la connaît sous le terme authenticator souvent sur le web. Ça n'a rien à voir avec l'authenticator de la WebHot. C'est tout ce qui va être Google Authenticator, FreeOTP, etc. Il y a plein d'applications Android. Je ne les connais pas du tout sous iOS, mais il y a les mêmes. On a aussi tout ce qui va être les applications custom qui font du second facteur d'authentification. Donc quelques exemples, Battle.net et SteamGuard qui sont des tokens privés. Et il y a certaines banques, alors j'ai pas réussi à retrouver la capture, j'ai plus cette appli, mais la Société Générale vous envoie une notification sur l'application qu'il faut valider comme second facteur d'authentification. Et donc là, c'est pas un token qui est généré, c'est vraiment, on a la preuve qu'on possède le téléphone sur lequel l'application est installée. Et comme autre second facteur, il y a tout ce qui était Universal Second Factor, donc c'est U2F, et tout ce qui était token USB. Donc ça a été, c'est un consortium qui s'appelle FIDO qui a essayé de normaliser ça. FIDO pour Fast Identity Online. Leur but, c'était de créer une normalisation de tokens physiques, de second facteur physique fort, qui ne nécessite pas de driver spécifique et qui marche sur tout type de matériel. Donc tout ce qui est FIDO, ça fonctionne via le protocole HID, donc que ce soit en NFC ou USB ou Bluetooth, et les drivers sont installés dans le browser. Donc il faut juste que vous ayez un browser qui est compatible, mais il n'y a pas besoin que l'OS le supporte. Et ce genre de clé ne supporte pas que FIDO. On en arrive 2018 et même 2019, puisque ça a été validé le mois dernier par le W3C, à la Web Authentication API, qui regroupe un peu, enfin qui est le successeur de FIDO, c'est même FIDO 2. Ça décrit en fait un fonctionnement qui décorrèle la partie authenticator de la partie authentification. Et ça unifie un peu ce qu'il y avait dans la Credential API, donc tout ce qui est Password Storage, Federated Identity et public. Et ça introduit un nouveau moyen d'authentification, le public key. Donc ça n'impose pas de méthode de communication avec le site. Ça n'impose pas, c'est pas non plus cette norme-là qui impose le fonctionnement de l'authenticator. Et ça n'impose pas d'utiliser du biométrique ou quoi. C'est vraiment juste une normalisation de la façon de communiquer entre le browser, le user agent et l'authenticator. Et il y a la WebHot et le pendant matériel, c'est ce qu'on appelle CTAP, Client ou Authenticator Protocol, qui est la partie USB. Alors, moi, ce à quoi je voulais m'intéresser dans le stock, c'était la partie public key, qui rend vraiment, qui donne tout l'intérêt à cette API, puisque c'est ce qui la rend un peu passwordless. C'est basé sur un principe très ancien, puisque c'est tout simplement ce qui se passe en SSH quand on échange des clés. Donc c'est clé privée, clé publique, sauf que la clé privée est stockée dans un authenticator qui n'est ni votre browser, ni le site web, et jamais personne n'y a accès à part l'authenticator. Donc on va être... je vais préciser quand même de qui on parle, comme ça ce sera clair pour tout le monde après. Donc on va avoir l'utilisateur, qui est l'humain derrière tout ça. Ce que j'appelle user agent, ça va être un browser, mais pour l'instant, c'est une API web, donc le user agent, c'est avant tout un browser. Pour l'instant, ça n'existe pas, par exemple, sous Android ou iOS, mais à terme, il y aura certainement des SDK qui permettent de faire la même chose et de les intégrer à des applis natives sur les smartphones notamment. On va parler de Railing Party, c'est juste le serveur
auprès duquel on s'authentifie. Et donc l'authenticator qui est le token, une application ou autre. Alors, comment ça se passe pour se loguer? Du coup, la première chose, c'est que dans tout protocole d'authentification, il faut déjà préciser quelle est l'identité qu'on prétend avoir. Donc, on va forcément envoyer au railing party le username, enfin l'identité en l'occurrence, je veux dire que c'est le username ici, pour qu'elle nous précise en fait quels sont les types d'authentification qu'elle accepte, sachant qu'on est dans un enrôlement. La railing party va crafter un challenge, le retourner au browser, et donc là, c'est là où vous allez écrire le code custom qui va. Alors, le code custom va avoir envoyé le challenge, envoyé l'username au serveur, récupérer le challenge et va le passer à l'authenticator, qui va, si vous l'avez spécifié, demander une interaction à l'utilisateur. Donc c'est timeout, etc. Et suite à une interaction utilisateur, va retourner une clé publique, la signature du challenge en utilisant cette clé publique, et un ID en fait qui identifie le credential comme credential, c'est donc le lien entre un railing party et un authenticator. On retourne tout ça au serveur, qui va pouvoir stocker ce dont il a besoin, et puis vérifier la signature, comme quoi c'est bien votre clé publique et que entre-temps vous avez répondu au bon challenge, etc. Le schéma complet tel que vous le trouvez sur la doc MDN, c'est ça. Donc ça reprend vraiment ces étapes-là, en plus condensé. Une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on doit stocker sur le serveur? Donc du coup, c'est assez simple. On va stocker l'identité, forcément. Donc, j'ai appelé ça username. Et ensuite, on va stocker les credential ID, puisque du coup, c'est une preuve de possession d'un token. C'est une preuve de possession de quelque chose. Donc, il faut que le serveur se souvienne de quels sont les objets dont on doit prouver la possession. Et on va stocker la public key pour pouvoir vérifier que cette position est physique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, il n'y a pas de raison d'avoir une unicité. Donc c'est aussi, ça règle les problématiques de j'ai perdu mon token, etc. Il suffit d'en stocker plusieurs. Ils sont tous identifiés uniquement. Et même si on se réenregistre, en fait, le row ID normalement devrait être différent. Qu'est-ce que ça donne au niveau code? Alors, déjà, toute l'API, c'était donc la Credential API et la Webbot API sont dans le même namespace, c'est navigator.credential. Pour tout ce qui est création, donc enrôlement, on va créer un credential de type public key. Comme c'est la même API pour tous les autres, là on dit bien qu'on est en authentification de type clé publique. On va fournir le serveur le challenge qui vient du serveur, pardon. Les informations qui identifient le railing party, ça peut être stocké par l'authenticator. On va fournir aussi des informations sur l'identité qui va être liée à ce credential. On considère que ces informations-là dans la norme, il précise quand même que ces informations-là peuvent être stockées dans l'authenticator. Donc il faut éviter de fournir des informations personnelles de l'utilisateur. Et ça va dans le sens de mettre, de la GDPR, etc. On va essayer d'impersonnifier tout ça. Il n'y a pas vraiment besoin que ce soit nommé. On va pouvoir choisir certains paramètres du token. Alors, attestation, on dirait qu'ils ont implémenté la GDPR directement dedans, mais il y a 3 modes, en fait, et ça va permettre que le serveur indique à quel point il a besoin des informations de votre token d'authentification. Notamment, en mettant direct, le serveur aura accès vraiment au fait que moi, j'utilise une clé qui est de type FIDO2, et donc ça va lui permettre potentiellement de valider plus de choses et de décoder
il va recevoir donc le type et puis des champs en binaire. Et du coup, il faut comprendre le type pour pouvoir décoder ce format-là. On va aussi pouvoir préciser le type d'algorithme de chiffrement qu'on va accepter au niveau de l'authenticator pour pouvoir éliminer des tokens qui seraient basés sur d'anciens protocoles qui ont des failles connues. Alors, quelle tête ça a quand on l'envoie vraiment? Ça ressemble un peu à ça. Donc le token est généré purement. Et voilà ce qu'on va envoyer dans le create. Ce que va nous retourner l'authenticator, ça ressemble un peu à ça. Et là, c'est la version JSON. Il faut savoir que les nouvelles API du W3C ont tendance pas mal à utiliser tout ce qui est array native. Donc on a des uint 8 array. Et donc avant de le passer au serveur, c'est un peu pénible. Il faut penser à le désérialiser. C'est pas du JSON et le tout JSON ne marche pas dessus. Au niveau des signatures, voilà. Donc, dans ce que nous renvoie l'authenticator, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est l'attestation et le client de data JSON. C'est vraiment ce dont a besoin le serveur, en plus de l'ID. Le reste n'est pas forcément important. Je reviendrai dessus. Donc ça, c'était l'enrôlement. Au niveau du login, le principe est quasiment le même. Encore une fois, on va spécifier l'identité dont on veut prouver l'identité qu'on veut prouver. Le serveur va retourner en fait donc un challenge et l'ensemble des ID de credential qu'il connaît et qu'il acceptera pour cette identité. On passe le tout à l'authenticator. On passe le tout à l'API, qui va du coup vérifier que quelque part connecté, il y a un authenticator qui connaît ses credential ID. Et l'authenticator va nous retourner la signature du challenge. Ce coup-ci, il ne retourne pas de clé publique. Elle est renvoyée vraiment que lors de l'enrôlement. On passe le tout au serveur et on va voir après comment le serveur valide tout ça. Encore une fois, ce que vous pourrez trouver exactement chez MDN. Donc au niveau de l'API, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait quand on fait du create. On a la même problématique. Alors, comme je disais, il faut bien tout convertir en uint à 8 arrays. On va préciser donc la liste des credentials. On peut préciser aussi, donc type c'est public key, on peut préciser les types de transport. Là, ils sont tous acceptés. Et on reçoit une promesse avec le résultat. Alors, concrètement, ce que peut renvoyer le serveur, encore une fois, c'est pas vraiment lisible. Et ce qu'on retourne au serveur, qui est pire. Donc cette fois-ci, on a de nouveau de client de data JSON qui va servir pour la validation de la signature. On a authenticator data, donc qui va contenir plus ou moins d'informations si vous avez mis le type direct ou pas. Et on va avoir la signature. Comment le serveur valide? Première chose, c'est pas du vrai code. On va aller récupérer évidemment la liste des credentials que le serveur connaît pour cette identité. On va calculer donc les données que l'authenticator aura signées afin de pouvoir vérifier de notre côté la signature. Donc ça consiste en une combinaison des données, le client de data JSON qu'on a vu tout à l'heure, c'est haché, on le cumule en fait avec les authenticators data, le tout sous forme de bytes. Et du coup, on va vérifier que
en utilisant la public key, on obtient bien la même signature entre les deux données. Pour info, la spec précise que cette validation-là, ça se fait en 19 étapes. Donc, c'est la version simplifiée. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais revenir juste sur ce que ça donnait la Credential API. Donc ça, c'est la fameuse pop-up dont j'ai déjà pu parler. Voilà. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Et du coup, on peut récupérer un mot de passe. Et donc là, les informations qu'on a saisies, le user qu'on avait saisi, c'est ce qui permet au navigateur de vous indiquer un peu ce que vous retrouvez. Voilà. Bon. Et donc, ça marche bien. Génial. La partie avec une clé. Donc, on va passer l'étape d'enregistrement. Cette fois-ci, il n'y a pas de champ de mot de passe. On a juste besoin de saisir son identité. On a cette fameuse pop-up qui pop pour indiquer qu'on atteint un token. Sous Android, elle n'a pas la même tête et elle n'accepte pas les mêmes paramètres. Faut savoir que sur tout ce qui est téléphone, vous allez pouvoir utiliser des tokens qui sont NFC et Bluetooth. Apparemment, sur desktop, c'est USB ou rien. Je n'ai pas réussi à faire autrement jusqu'à maintenant. Donc, je touche la clé. Comme le site demandait d'obtenir les informations de l'authenticator, il faut valider qu'on les donne. Toujours le consent. Et donc, au niveau du login, même identité, même question, on touche, on est logué. Donc, au niveau du workflow de login, c'est vrai que ça va quand même plus vite. La plupart des tokens qu'on voit aujourd'hui, donc ils sont classés en plusieurs types. On va trouver tout ce qui est plateforme authenticator. Donc récemment, Windows a annoncé que Windows Hello allait supporter la WebBot API. Donc on va pouvoir s'identifier en souriant à sa caméra, j'imagine. Android a été certifié FIDO2 très récemment aussi, dans le mois dernier. Et donc j'ai pu tester, il supporte vraiment ça. Donc avec ce genre de token qui fait à la fois USB, Bluetooth et NFC. On peut se loguer dessus, du coup. On va avoir tout ce qui est... alors, Roaming Authenticator, c'est justement ça. Enfin, c'est tout ce qui est token physique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des tokens, c'est juste... on a besoin de les toucher pour s'authentifier. Mais un des avantages de cette API, c'est que derrière, on peut faire du two-factor, mais laisser le deuxième facteur à la charge de l'authenticator et non plus à la charge de votre site web qui doit gérer tout ça. On pourrait très bien envisager d'avoir la télécommande avec le code PIN au lieu ou l'empreinte, et ça commence à être créé, je vais en parler juste après, chez certains fournisseurs. Et on va voir tout ce qui est authenticator software. Alors évidemment, avoir une appli sur son téléphone pour s'authentifier sur un site qui est sur son téléphone, c'est un peu dommage, mais voilà, ça prouve pas grand-chose finalement. Alors j'ai groupé un peu quelques noms de fournisseurs un peu de ce genre de matériel. Faut voir, il n'y en a pas que des privés, donc les 3 premiers sont des tokens privés, mais les 2 derniers sont du matériel open source, donc il y a tout à fait moyen, si vous ne faites pas confiance, de créer son propre matériel avec des puces sécurisées, etc. Ça marche très bien. Et du coup, c'est Feitian, je crois, qui propose à la demande des clés USB FIDO2 avec empreinte. Donc pour tout ce qui est société, etc. Par contre, ça n'a pas l'air grand public encore, malheureusement. Alors, pour conclure tout ça, est-ce que c'est prêt à être implémenté? Techniquement, les navigateurs le supportent. Enfin, certains navigateurs le supportent.
d'autres depuis plus longtemps que certains. Dans la liste, Safari y est pas, mais ils ont commencé à le mettre depuis décembre dans la technical preview. J'ai pas pu tester, mais voilà. Par contre, c'est très bien supporté sur Chrome. Edge et Firefox apparemment l'intègrent aussi. Alors Firefox c'est sûr, et Edge, il faut être sur des versions assez récentes pour que ça marche. Et comme je comprends pas comment ça marche, voilà. Edge, pas le protocole. Sous Chrome, ça reste encore enfin, c'est pas activé par défaut. Il faut aller dans les flags pour venir l'activer. Ce qui fait que c'est pas quelque chose qu'on peut proposer à tout le monde. Et justement, comment faire pour que ce soit pour gérer les cas? C'est juste des pistes. La première, pour moi, c'est que l'authentification, ça doit être complètement séparé de l'application. On voit encore trop souvent des champs, des tables de profil utilisateur qui contiennent un champ login ou mot de passe, et avec toutes les problématiques de sécurité de ce mot de passe, et puis de ne pas pouvoir gérer finalement plusieurs moyens d'authentification. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, lié à ça, rester sur les mots de passe en fallback, ça n'empêche pas de l'implémenter, les deux peuvent être compatibles, ça reste de l'authentification. Et j'en ai terminé. S'il y a des questions... Il n'y a pas de micro. Ah, c'est moi qui cours maintenant. Merci pour la présentation. Moi, c'est une petite question sur le coût des clés. Du coup, celles open source, tu peux les faire toi-même. Ça doit coûter une trentaine d'euros en moyenne, selon les clés et ça peut aller beaucoup plus cher. Il y en a vraiment des chers. Après, c'est entre 15 et 30 euros selon le type de clé, et du coup, ouais, ça reste accessible. Et du coup, c'est pas valable que pour un site. Je sais pas si je l'ai précisé, mais le principe de ces clés, c'est qu'on peut s'authentifier sur autant de sites qu'on veut. La plupart des clés ne stockent pas réellement l'information des sites. Le raw ID, en fait, enfin l'ID du credential est généré à partir des informations du relaying party. Donc du coup, c'est vraiment valable sur autant de sites que vous voulez. Et il n'y a pas de. Enfin, moi aujourd'hui, je l'utilise en tant que second facteur et aussi pour stocker tout ce qui est second facteur de Google Authenticator. Et du coup, c'est compatible avec tout. Les clés comme les YubiKey sont réputées incassables, machin. Ça reste un investissement à peu près fiable. Merci pour le talk. J'avais une petite question. Tu parlais de clés publiques. Est-ce que le protocole prévoit un changement des clés publiques enfin, si jamais je dois changer justement d'authenticator? Alors, du coup, à ma connaissance, il n'y a rien de prévu. Comme je disais, on peut en stocker plusieurs. Donc, a priori, ce serait au site de gérer le fait qu'on puisse se réenregistrer avec un nouvel authenticator, mais en gardant la même identité. Par contre, il n'y a pas de... Le seule chose que gère le protocole, c'est le fait de dire, je sais pas moi, ce type d'encryption, je veux plus l'accepter parce qu'il est trop faible. Mais il n'y a pas de renouvellement de clés, etc. Par contre, si tu perds ton token, tu l'as dans l'os. Voilà. Ça reste... Je sais pas si... Ah si. Oui, merci pour le talk déjà. Est-ce que ce protocole peut être intégré avec des solutions comme Keycloak de gestion d'identité, par exemple? Pour Keycloak, je sais pas, j'ai pas regardé la roadmap. Par contre, je sais qu'il y a des produits, donc certains des animations là venaient de OAuth 0, qui proposent une unification justement. Ils proposent a priori de le supporter. Et je vois pas pourquoi Keycloak le gérerait pas non plus, mais le but c'est vraiment ça, c'est que ce soit quelque chose qui le centralise auprès des autres moyens d'authentification.
Il faudrait regarder la roadmap Keycloak, mais aujourd'hui, il y a quelques libs qui permettent de l'implémenter côté serveur. J'ai pas vu encore de briques standalone open source qui permettraient de l'implémenter sans rien faire. Mais je regarderai Keycloak, c'est intéressant. C'est le jeu de me faire courir. Désolé. La question, c'est assez simple. C'est si la seule chose qu'on envoie dans le protocole au serveur, c'est l'username. C'est pas la question. Attends. Non, mais tu es obligé d'envoyer une identité que tu veux prendre. Ça peut être un mail, ça peut être username, ça peut être un... Justement, et la question, c'est du coup, est-ce que ça peut être chiffré, ça, côté serveur? Puisque c'est la seule info qu'on envoie au final. Le stocker chiffré. Oui. Tu peux en faire ce que tu veux. Y a pas de... enfin, c'est juste un token. Tu peux laisser l'utilisateur saisir un UID si tu veux. C'est moins friendly, mais par contre, il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire. Là-dessus, le protocole dit rien. C'est pareil sur la partie user. Il y a un name, un display name. C'est pas dit que ce soit le nom de l'utilisateur. C'est juste pour l'affichage en haut. Donc, c'est stocké potentiellement dans l'authenticator. Mais tu peux très bien faire le choix de ne pas le faire du tout, quoi. Ouais. Bah, du coup, côté serveur, tu es censé stocker les credential ID et l'identité. Après, en effet, c'est pas prévu en tout cas par de base.